Avant de partir de Trois-Rivières, direction Sainte-Thècle, j'avais pris 2-3 minutes pour appeler un de mes amis, Alexandre Dosti. Au téléphone, j'avais fait un deal. Alex, prépare-toi, je m'en vais dans le bois. Je t'amène des images, puis toi, amène-moi ta poésie. S'enfoncer dans le bois, c'est comme prendre un grand respire pour le retenir. C'est une plongée dans l'inconnu. On dirait que le fil du temps, il s'élargit. Il prend de la dimension. Tu sors de ta tête pour t'accoupler à quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose d'entier dans le fait de s'abandonner à la forêt, à son ventre infini, au souffle du vent qui passe entre les arbres, puis les branches, puis les feuilles, puis les brins de foin. Moi, c'est ce que je retiens de mes longues rides dans le bois, avec le ronron de la moto en background que tu finis par oublier. Cette communion-là, avec un calme qui m'appartient, puis qui va continuer bien longtemps après que je sois plus là. Le bois m'ordonne ça. La solitude, c'est le véhicule, l'extension de la moto. De toute façon, on peut pas s'asseoir à deux là-dessus. Mekinac, c'est vaste, c'est mystérieux, c'est tranquille. Je suis quasiment gêné de me promener ici avec un moteur. J'ai l'impression de rentrer dans la cuisine du bois. Faut rouler avec respect. Faut rouler avec vigilance aussi. La forêt, ça pardonne pas. Malgré ça, Mekinac, ça reste un paradis sur Terre. Un secret tellement bien gardé. Quand j'étais petit, je prenais le train Sainte-Terre direction Shawinigan. Au travers de la vitre, je pouvais reconnaître des petits villages. Dans ma petite tête d'enfant, je pensais que j'étais dans le coin du Yukon ou l'Alaska. En vieillissant, je me suis rendu compte que je pouvais atteindre ces villages-là par des chemins forestiers. C'est ce qui m'a donné envie de venir ici, dans ce coin-là. Le prochain village où je m'en vais, ça s'appelle Donny. Je me demandais c'était qui pouvait bien vivre ici. Je les trouvais chanceux, puis en même temps, il y avait l'angoisse qui rentrait en dedans de moi, puis qui me disait « c'est loin le DEP ». En fait, ça, c'était des petites angoisses de banlieusards. Parce que le monde ici, ils n'ont pas vraiment besoin de ça. Ils ont tous déjà autour d'eux autres. À commencer par le lac Mekinac, le Cap à l'Aigle. Toute cette belle nature-là nous montre jusqu'à quel point c'est hallucinant, ce coin-là. Et il y a des revers aussi. Le bois peut finir par t'avaler n'importe quand. À chaque fois que je passe dans ce coin-là, je m'arrête à un endroit. Je me créerais ces grandes routes, avec ces croix blanches qui traînent un peu partout, en nous rappelant les noms des personnes disparues. Chaque accident a son histoire. Ici, c'est plus que ça. C'est du recueillement. Les gens se connaissent pas, mais tout le monde s'arrête. C'était le 30 septembre 2015. Puis le soir, il revenait pas. Alors j'ai un appel de sa copine. Elle dit que Michael n'était pas revenu. Alors je suis parti à sa recherche. Je suis monté ici au chalet vers 10h, vers 22h, 22h30. Il faisait noir, tout était OK. Je m'en venais ici, j'étais sûr d'avoir Michael ici. Quand j'arrive au chalet, toutes les portes sont barrées. Puis en revenant sur le pont de la rivière du Milieu, où je venais juste de passer, il y a quelque chose, une sensation, une voix dans ma tête qui m'a dit « Arrête ici, arrête ici, arrête ici ». Puis là, j'étais comme troublé. J'ai dit « C'est quoi, là, arrête ici » là? Je comprenais plus ce qui se passait. Alors, j'ai sorti. Alors, j'ai pris ma lampe de poche que j'avais dans le camion. Puis instinctivement, la première place que j'ai éclairée, c'est directement sur l'auto de mon garçon qui était dans le fond de l'eau, à côté du pont. Alors, c'est là que j'ai compris qu'il était décédé. Puis il y avait 2 petits garçons avec lui, 2 amis. Quand les secours sont allés, ils se sont aperçus que les 2 petits garçons avaient réussi à sortir. Puis ils avaient défoncé un chalet un peu plus loin, parce qu'au mois de septembre, c'était pas chaud, puis il était tout trempe, puis il y en a un qui était blessé. Le garçon qui était blessé dans le chalet, il serait mort le lendemain matin avant qu'on le trouve. Il fallait absolument déclencher les alertes le soir même. Donc, pour moi, c'est que Michael s'est occupé que les alertes soient déclenchées le soir même. Ça me donne l'impression que vous avez reçu un message de l'invisible. Est-ce que vous y croyez? J'y ai jamais cru. J'y ai jamais cru avant cette soirée-là. J'ai jamais cru que les fantômes existaient. On voyait ça seulement à la télévision. J'ai pas eu le choix d'y croire. Ça s'est passé dans ma tête, puis ça m'a parlé. Et raconte-moi comment ça s'est passé. T'as reçu une photo? Ouais, ben moi, en fait, je me suis levée le matin, puis le premier message que j'ai regardé sur mon téléphone, c'était une dame que je connaissais pas,
qui m'a demandé « Bonjour, désolée de vous déranger, êtes-vous la sœur de Michaël Lapointe? » Là, j'étais comme « Ben oui, là. » Tu sais, je me demandais vraiment qu'est-ce qu'elle voulait me dire. Puis là, finalement, elle m'envoie un texte vraiment long pour me dire que, dans le fond, la veille, elle avait été avec ses enfants à la Croix-Amique, puis qu'il connaissait pas le petit gars, mais que par le biais de son décès, elle expliquait c'était quoi la vie puis la mort à ses enfants. Puis je trouvais ça vraiment beau. Puis elle dit « Moi, si j'étais pas sûre de ce que j'ai devant mes yeux, je t'aurais jamais envoyé la photo. Je crois pas à ça. » Mais elle dit « Là, c'est comme indéniable. » Puis elle m'a envoyé vraiment... En fait, il y a 2 photos, mais il y en a une qui est vraiment plus claire, qu'on voit vraiment la place. Les enfants sont assis là avec le père, puis on voit vraiment comme une grosse silhouette blanche, comme un peu de la fumée, mais c'est vraiment, tu sais, c'est précis la silhouette. Là. Tu vois la tête, tu vois qu'il y a des bras, tu vois qu'il y a des jambes, des longues jambes, comme mon frère avait. C'est juste tellement beau, puis le fait que ça soit à cet endroit-là, puis que ça soit aussi clair, j'ai pas peur de cette photo-là. J'ai pas eu comme un sentiment de frisson, de comme, mon Dieu, c'est weird. Oui, c'est weird. Il y a rien de sombre. Tout est tellement clair, puis pâle, puis blanc, que, tu sais, ça peut juste être la pureté, dans le fond, puis quelque chose de beau, là. Je peux pas partir de même. Je me sens, moi aussi, comme dans une photo. J'avais l'impression que le temps s'était déformé autour de moi. Puis j'avais l'impression d'être dans un vieux Polaroid. Tout avait l'air figé, fixé dans le temps. Tous les objets, la matière m'attendaient. Donné, même si je décolle, on va se revoir. La saison est longue. En me rendant ici, j'avais un but. Je voulais que le monde me raconte des histoires extraordinaires. Aujourd'hui, je m'étais fixé un rendez-vous en fin de journée, juste avant que la nuit vienne s'installer. Qui de mieux que de François Sébourbeau pour venir me raconter un témoignage d'une rencontre rapprochée d'un objet volant non identifié. Alors ici, c'est produit le 13 juillet 1974, une rencontre rapprochée de 2e type. Roger et Denis, à bord d'une chaloupe, s'adonnaient à la pêche et, vers 22 heures, décident de lever l'ancre. Soudain, ils vont observer de 8 à 10 lumières extraordinairement puissantes, de couleur rouge et bleue, sur la base de la forêt. C'est très bas, là. Et ils vont s'exclamer en riant un peu, en disant « Ah, c'est drôle, il y a des jeunes gens avec des lampes torches qui semblent vouloir s'amuser en nous éclairant. » Les lumières au sol commencent à s'élever au-dessus de la canopée des arbres, à plus de 30 pieds au-dessus des arbres. Et très rapidement, cet objet-là de forme discoïdale, ils vont le constater à peine moins de 30 secondes, va se déplacer à une vitesse extraordinaire à la verticale de leur embarcation. Et 30 pieds plus haut, vont voir un objet immense de 50 à 60 pieds de diamètre qui va commencer à faire bouillir l'eau. Celui qui se trouve à la proue va paniquer complètement. Il va même se jeter à l'eau. Et Roger, lui dit, non, non, regarde bien, les ancres sont dans le bateau. Maintenant, moi, je pars, évidemment, le hors-bord. Toi, tu t'accroches après l'embarcation. Et au moment de dire cela, l'objet à la verticale prend un peu d'altitude, une légère inclinaison, je vous dirais peut-être de 10 degrés, et se dirige par la suite vers le sud du lac Édouard et prend de l'altitude et disparaît dans le fond du ciel de la nuit étoilée. Mais je peux vous dire que suite à l'enquête que nous avons conduite, nous, du réseau OVNI Alerte, sur les lieux, même des années plus tard, Roger et Denis n'ont rien oublié de cette aventure extraordinaire avec l'inconnu. L'inconnu. C'est quoi, dans le fond, l'inconnu? Est-ce que c'est l'absence de preuves? Faudrait pas oublier que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Après ça, j'avais le goût d'aller me coucher, observer les étoiles, regarder la nuit s'installer tranquillement. Allô? Allô? Est-ce que tu m'entends? Je te l'avais dit, hein? Ça n'a juste pas de sens, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est juste la pointe de l'iceberg, ça. Tu rembarques ta moto, puis que tu t'enfonces encore plus loin. Les gens ne veulent pas parler, c'est toujours le même problème. Seulement, eux, en tout cas, m'ont
m'ont bien raconté. Moi, c'est ça. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est aucun son. Et puis, il a roulé derrière cet appareil-là. Lui, il ne pouvait plus avancer et l'appareil, lui, s'est accéléré comme je dirais, de 0 à 100 en 0 secondes. Ça l'a catapulté et disparu. Ben écoutez, juste aujourd'hui, j'ai eu une première de ma vie. Puis, c'est pas une histoire de pêcheur, je vous jure. On a croisé un cougar dans la forêt. Dans le bout, un peu plus juste à la limite de la Mauricie, là. Mais il a croisé devant nous, peut-être à 200 mètres devant nous. Ah, ça, la nature, il n'y a rien de plus beau.